Box Story vous est présenté par Premium Mix, expert en chats nourriciers, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery, ainsi que les caméras de surveillance Bosch Neve. Je vois ça, je suis tellement content. Gros man. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt. Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de la série Box Story. Mon nom est Raphaël Turcotte et c'est moi qui serai votre animateur pour cet autre podcast. Donc, avec nous aujourd'hui, comme invité, on a un jeune homme qu'on pourrait qualifier de double champion puisqu'il a raflé 2 fois les grands honneurs de la classique Whitetail. Il est de plus en plus présent dans le domaine de la chasse, tout gibier confondu. Fier représentant de la chasse à l'arc et membre d'Arcmaniac depuis maintenant 1 an, on a avec nous aujourd'hui Tommy Maillot. Salut Tom, comment ça va? Salut Raph, ça va super bien là? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Tommy, je vais faire un petit peu comme j'ai fait avec ton frère. On était un petit peu, pas absent, mais un petit peu moins présent, si on veut, sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, on a eu une grosse saison malgré tout, surtout toi de ton côté l'année passée. Est-ce que tu peux nous en donner un petit aperçu? Ben oui, c'est sûr. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails croustillants là, parce qu'on est dans le montage de ça présentement. Puis c'est sûr que j'espère présenter au public les images de la chasse complète avant de juste faire un enregistrement audio. Là. Mais grosso modo, la saison a décollé. Puis moi, j'avais pris la décision de me concentrer sur le mâle avant de récolter de la femelle. Là. Sur le terrain qu'on a, il y a quand même. On sort de 8 à 10 femelles par année. Puis on est quand même une bonne gang pour faire ce deer management-là qu'on va appeler. C'est un travail à recommencer à chaque année, Tom. Hein? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Non. Puis plus on a un ratio qui est équilibré, plus l'année d'après, si l'hiver a été clément, on a des femelles à récolter. Mm-hmm. Fait que ça, c'est bien plaisant. Mais c'est pour ça que moi, j'ai décidé de me concentrer vraiment plus vers la chasse au gros boc. Puis encore cette année, on a été chanceux. On avait, je dirais, un 4-5 bocs qui étaient très intéressants pour se concentrer pendant notre saison. C'est quand même une bonne moyenne, dans le fond. 4-5 bocs, shooter, vraiment. En fait, est-ce que la liste de shooters était juste de 5 ou si vous en aviez 5 sur lesquels vous vouliez principalement vous concentrer? Ben, parce que la liste de shooters change un petit peu d'un individu à l'autre. Chez nous, je te dirais, là, Okay. moi j'essaie de viser des chevreuils. Depuis que j'ai tiré justement Girafe, le chevreuil qu'on va parler ce soir, j'ai des standards à respecter personnels qui sont peut-être un petit peu plus élevés qu'ils l'étaient avant. Donc, j'essaie de trouver des bocs, soit qui ont un caractère spécial dans le panache, qui sont bien âgés, que j'ai un suivi avec. Des bocs matures qui ont un petit quelque chose de spécial. Fait que, peu importe ce soit quoi, un panache, une routine, c'est vraiment quelque chose que je regarde pour déterminer, OK, lui m'intéresse pour passer la saison, sans nécessairement que ce soit le Scarborough and Crockett. Tu as trouvé chaussures à ton pied. Tu vas avoir les émissions tu vas avoir des images pour prouver tout ça. Donc, ça sera à suivre prochainement, dans le fond. Ben, c'est exactement ça. Là. Je suis en train, on a 2 films à monter, la saison de mon frère et ma saison. Mm-hmm. Puis moi, ça a été à la suite de ma 23e journée de chasse que j'ai pu décocher ma flèche. C'est un chevreuil qu'on n'avait pas nécessairement d'historique avec. Fait que les gens qui ont pu nous suivre dans le passé ne vont pas le reconnaître. Donc, j'ai commencé à le poser en juin. Mais c'était un buck qui était vraiment intéressant. Là. Il faisait 133 Bonnet Crockett. Green Scar, là, comme on faisait à la classique. Là. Fait que, ben oui. Brut avant séchage. On veut savoir ce qu'il y a sur la tête et non pas toutes les discussions. C'est... Exactement. Super ça, Tommy. Bon, mais, écoute, je suis content en même temps que là, on va avoir fait la famille au complet. Là. Il manquait plus que toi pour compléter le trio, dans le fond, des grands champions de la classique Whitetail. Donc là, tu nous as un petit peu mis la table, dans le fond, pour ton buck Girafe. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi tu as choisi de nous parler de Girafe ce soir plutôt que les autres que tu as pu récolter auparavant? Ben, probablement que quand les personnes qui nous écoutent ont entendu mon nom s'en venir dans l'introduction que tu as faite, il devait y avoir une grande majorité qui se doutait de Girafe, mais c'est que ce chevreuil-là, non seulement c'est mon plus gros de corps, mon plus gros de panache aussi, mais c'est celui qu'on a eu le plus d'histoire, de suivi. C'est le chevreuil qui m'a, dans les dernières années, un des chevreuils qui m'a fait le plus rêver. Là. Autant faire des cauchemars que des beaux rêves, que faire de l'insomnie, qu'à me réveiller. Puis... Fait que c'est vraiment un buck dans lequel on était impliqué émotivement depuis des années. Mm-hmm. Puis un buck résident qui a évolué chez nous. Fait que c'est ça qui était plaisant. Tu l'as suivi sur combien d'années pour le fun? Ça faisait, dans le fond, vous aviez la terre depuis quoi? 4 ans à peu près? 3-4 ans? On a commencé à chasser ce territoire-là en 2020. Puis moi, je l'ai récolté en 2022.
C'est-à-dire OK. 2020, 21, 22, c'était la 3e année de suivi qu'on avait avec de caméras puis d'évolution de chasse. OK. Puis en cherchant des cornes en 2020, on est tombé sur une corne de l'année d'avant de ce chevreuil-là. Fait en panache, on a plus d'historique avec le chevreuil qu'on a d'historique de chasse puis de caméra, dans le fond. Est-ce que tu as une petite idée de l'âge qu'il avait? L'avez-vous fait analyser ou l'avez-vous regardé vous-même, là? Ben, selon l'évolution du panache, selon l'évolution du body qu'on avait, debout, le chevreuil, on l'estimait à 5 ans et demi. Quand j'ai récolté, j'ai regardé la mâchoire inférieure, les dents disaient 5 ans et demi. Pour couronner le tout, j'ai pris les incisives, je les ai envoyées à des techniciens de la faune au ministère pour faire une analyse des incisives, dans le fond, puis ça a confirmé vraiment le chevreuil 5 ans et demi. OK, donc quand vous avez acheté ce chevreuil-là, il y avait 2 ans et demi. Est-ce que tu pouvais te douter à 2 ans et demi qu'il allait faire un super champion ou si c'était un parmi tant d'autres puis il a juste vraiment popé rendu à... Ben, la corne qu'on a trouvée de ce chevreuil-là, ben, je dis corne, c'est pas le mot employé, mais je pense que tout le monde on se comprend là-dedans. C'est correct. On a le droit de tricher. La corne qu'on a trouvée en 2020, ce chevreuil avait 2 ans et demi. On a commencé à chasser la saison 2020 à l'automne. Le buck avait 3 ans et demi. Puis c'était un buck qui semblait pas sortir de l'ordinaire pour un 3 ans et demi. Un basket buck, largeur des oreilles, une hauteur standard. À première vue, c'est pas un chevreuil qu'on a fait wow. Un chevreuil qui était local. On dit OK, beau potentiel, mais ça n'a plus vraiment. Mais c'est quand, le printemps d'après, quand je suis tombé sur ces 2 cornes, en fait, un de mes chums a trouvé une de ces cornes, puis mon frère a trouvé l'autre bord. Quand on a comparé, puis on a mis le tape dessus, on a fait oh, OK, pour un 3 ans et demi, 7 pointes à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui peut être spécial et cool à suivre. Donc, tu as pris, dans le fond, la corne de 2 ans et demi, puis la corne de 3 ans et demi, tu les as mis une à côté de l'autre, puis il avait pris combien de points, mettons, par rapport à combien de pouces de plus de 2 à 3? À 3 ans et demi, là, on avait le match set. On avait côté gauche et droit. Je l'avais mis à une largeur standard selon les photos, puis j'arrivais à entre 116 et 117 points pour une Crockett. Puis à 2 ans et demi, c'était vraiment un 2 ans et demi standard. Fait que je sais pas, c'est rare qu'on met les tapes sur des 2 ans. Ah, bah ouais. On va dire à l'entour de 80 points peut-être. Là. OK. Il avait déjà fait un bon step, mais déjà 117, surtout pour un 7 points, à 3 ans et demi, c'est quand même une belle grosseur de chevreuil, on s'entend, là? Ben oui, clairement. Écoute, si tu regardes dans l'histoire de la classique, bon, tu as récolté un vraiment très gros au Québec, là, girafe. Ouais. Après ça, les autres bucks qui sont fait récolter au Québec, ça tournait autour de 105, 110. Ouais, pas bien plus. Là, ça reste que des chevreuils matures. C'est pas parce qu'ils sont matures qu'ils vont faire nécessairement 150, 160. Là. Non, c'est la moyenne en général, c'était de 120, il me semble. J'ai entendu Luc souvent parler de 120 pouces pour un buck, la moyenne générale. Bon, un chevreuil top mature, ça se compte, on dit entre 120 et 140 pour la grande majorité des bucks top mature. Les super champions comme girafe, c'est 1 sur on ne sait pas combien. Donc, faut que tu te considères vraiment chanceux d'avoir eu ça sur ton territoire. Puis, en plus de l'avoir récolté, tu remarqueras que dans toutes les histoires qu'on va raconter dans Box Story, c'est souvent les histoires qui sont échelonnées sur plusieurs années, qui sont les plus émotives dans les réactions des gens, ou c'est souvent les histoires qui vont nous marquer plus parce que ces chevreuils-là, on les a nommés, on a du vécu avec eux autres. Quand on les récolte, c'est une explosion d'émotions complète. Là. Ah, puis avec raison, là, comme tu dis, c'est pas le suivi d'une saison de chasse, c'est qu'on le chasse, on en rêve pendant 1 an, là on a la joie de le reposer parce que sur l'échelle d'1 an, dans la nature, il peut se passer tellement de choses qu'on n'est jamais sûr à 100% de le reposer. Non. Là, la saison de chasse d'après recommence, on est excité de le chasser, on est chanceux. Des fois, ça ne se close pas, des fois, on veut juste le voir évoluer encore une année de plus. Fait que le cheminement sur plusieurs années pour un beau buck, surtout au Québec, c'est exceptionnel. Là. Ben oui, c'est rendu de plus en plus difficile de les cheminer sur plusieurs années, comme on a pu le faire précédemment. Souvent, ils se font tuer avant, où la pression est un petit peu plus grande depuis le nouveau plan de gestion. Donc, on a un petit peu plus de difficultés, disons, avec nos suivis. Souvent, ça stoppe à 3 ans et demi, puis on ne les revoit pas après, là, malheureusement. Bon, ben c'est super, Tommy. Hey, tu nous as parlé tantôt qu'il était gros, girafe. Il pesait combien pour le fun? 244. Et ça, c'est gros. Vide, ouais. Pour un chevreuil récolté à l'arc, c'est sûr que sa prise de masse était pas mal terminée. Là. Sa prise de masse en route, mais 244 vide, c'est dans le top 5, je dirais, des chevreuils que j'ai vus récolter. C'est big. Puis c'était mon plus gros. Une coupe de livre, mon plus gros. Il était long. C'était un long chevreuil. Dans la vidéo là, qu'on a de lui, là, tu le vois là, quand il est devant toi puis tu viens pour le tirer, là, que c'est un long chevreuil. C'est ça qui donne souvent l'extra de poids. Là. Chevreuil court, rarement ça dépasse 220, 200 dans ce point-là. Là, mais
C'est une génétique de long chevreuil que tu as chez vous. Oh, je m'en plains pas, Raph. Non, surtout pas. Super, Tom. Donc, tu nous as parlé de girafe à 2 ans et demi, 3 ans et demi. Donc, à 4 ans et demi, est-ce qu'il faisait partie de vos shooters aussi? Ou bien si, dans le fond, vous l'aviez mis de côté? Parce que je me souviens pas que vous n'ayez parlé tant que ça lors de la première édition de la Classic Whitetail. Ben, tu vois, plus tôt dans le podcast, je parlais de liste de shooters qui évoluent un petit peu selon les personnes puis selon le temps de la saison. Là. Girafe en faisait partie. À 4 ans et demi, on a commencé. C'est un des premiers beaux bucks qu'on a pu voir en scoutant dans le Soya. On l'a vu se développer sur le Velvet. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait une belle drop time qui avait pogné côté gauche. Quelque chose de alentour de 6-7 pouces à peu près. Okay. Fait que, côté caractère, il était vraiment intéressant. Puis là, on a vu qu'il avait fait une belle évolution entre 3,5 et 4,5. Fait que c'était un buck côté panache qui commençait à nous tenter. On n'était pas certain. On laisse-tu un an de plus, un an, on attend-tu. C'était comme pas certain encore. C'était encore un 7 points ou s'il était rendu 8 points en 2021? À ce moment-là, il est tombé 9 points légal. Fait okay. un basket 8 standard avec la drop. La drop? Ouais. Puis moi, j'avais pas nécessairement accroché sur ce buck-là avec la drop. C'est tout le temps le fun à voir. Mais on avait d'autres beaux chevreuils qui évoluaient. Il y avait Tika, j'ai entendu parler de lui souvent en 2021. Ouais. Tika, il y avait. Je me souviens plus des autres. Là. Oui, c'est ça, il y en avait quelques-uns. Tika, c'était vraiment un de nos top shooters, on peut dire. Là. Fait qu'à ce moment-là, oui, Girafe en faisait partie, mais sans plus. Puis ça a donné qu'au début de la saison, il s'est pété sa drop pin, puis la journée d'après, il s'est pété une G1. Fait qu'en dedans d'une semaine, il s'est enlevé 20 points Bone & Crockett sur le panache. OK, donc pour la classique, toi, tu t'es dit, c'est pas un bon candidat si je veux faire assez fort en pointage. Ben, pour la classique, oui, ça c'est sûr. Mais aussi pour. On laisse vieillir des chevreuils, oui, pour la qualité de la chasse, du gibier puis le défi. Mais c'est sûr que c'est le fun de voir le panache qui suit. Puis là, le panache, on venait d'y enlever. Son caractère, là. Ouais, on venait d'y enlever beaucoup de caractère. Fait qu'on a mis un pied sur le break et on s'est dit. On n'était pas fermé à l'idée de le voir à la chasse puis de se poser la question en action de chasse, mais c'est pas un chevreuil qu'on avait. En 2021, c'est pas un chevreuil qu'on s'était dit on va mettre des efforts sur lui en particulier. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu en 2021? Non, ni en 2020. C'est un chevreuil qu'on n'avait jamais vu à 3,5 ni à 4,5. Puis pourtant, ses caméras, il punchait le jour régulièrement. OK, quand même. Hein? Puis vous avez chassé quand même intensivement en 2020-2021, puis personne ne l'a vu sur la quantité de gens qui chassent, tu l'as parlé. Là, vous faites tirer des femelles sur votre territoire, donc il y a d'autres personnes qui auraient pu le voir, mais qui étaient là juste pour une femelle. C'est pour mal faire. Là, mais... Exactement. Ouais. OK. Ben, avez-vous trouvé ces cornes en 2021? Ben, à l'hiver 2021-2022? Ben, il s'est passé de quoi de. On va dire spécial. Ça s'est super bien réglé. Dans le fond, il y a une personne qui marche des terres qui sont voisines à la mienne. Puis on s'était texté, puis en se textant, il y a eu un malentendu. Moi, je voulais exprimer que je m'en allais marcher, puis lui avait compris qu'il pouvait venir marcher chez nous. Fait que ça a donné que lui est venu chez nous. C'est malentendu, ça? Ouais, c'était un malentendu, mais c'est super bien réglé. Puis lui a trouvé une des cornes à Girafe, justement, à côté qui avait sa drop pin qui s'est brisée. OK. Puis quand il me l'a envoyé, là, j'ai comme questionné. Je reconnaissais un petit peu le coin de l'habitat, puis tout. Puis pour pas faire de chicane, il a été super correct. Puis j'étais arrivé chez nous, puis la corne était au pied de la porte. Ah, il était sympa. Ouais, ça a été super cool. Fait que j'étais vraiment content, vu qu'il faisait partie des chevreuils qu'on aimait bien. Puis ça fait en sorte que j'ai pas eu besoin de le chercher. Ah, tant mieux. Il y a quelqu'un qui a fait la job pour toi. Non, le décor, ça a été un malentendu, mais finalement, ça s'est pas bien fini. Puis ouais, ça veut dire là, à ce moment-là, on avait une corne à 2 ans et demi, 2 cornes à 3 ans et demi, et puis une corne à 4 ans et demi. Ah, c'est hot, ça, de pouvoir suivre un chevreuil sur aussi longtemps, là, c'est quelque chose. OK. Donc là, on se ramène en 2022. Tu commences l'année. Est-ce que tu avais comme Girafe, c'était votre shooter numéro 1 en partant, ou avez-vous comme dit, OK, on fait une stratégie spéciale pour Girafe, ou vous avez fait une stratégie globale sur la Terre en disant, ça va servir pour peu importe le buck qui va où? Ben, moi, quand on a su qu'on refaisait une édition 2 de la classique, puis j'allais y participer, moi, dans ma tête, j'avais switché à Girafe. Je le portais quand même dans mon cœur avec l'évolution qu'il avait faite. On voyait le potentiel qu'il pouvait avoir chevreuil-là. Fait qu'avant même de commencer à le poser en 2022, moi, j'en dormais pratiquement pas la nuit. Fait que là, je checkais les maps, je regardais où est-ce que j'avais trouvé les cornes, où c'est qu'on le posait de jour dans les années passées. Mm-hmm. Puis la stratégie qui est venue pour récolter ce buck-là, c'est vraiment le fait qu'on ait mis une clôture dans le bois. Parce que c'était vraiment dans son core area, dans son aire de répartition locale la plus serrée, la plus route, on va dire, dans lequel il y avait plus de ouais, exactement. Puis qui était vraiment difficilement chassable à l'arc.
Fait qu'en mettant la clôture, ben là, c'est qu'on limitait vraiment les options de déplacement pour le chevreuil, puis ça nous a grandement aidé. Fait que la clôture elle-même, elle nous sert encore aujourd'hui, mais quand on l'a installée, c'était pour girafe en particulier. OK. Ouais, c'est clair que, mettons, je suis allé marcher votre territoire, Tommy. Il y a énormément de trails de chevreuil. C'est dur dans un laps de temps vraiment court comme la chasse à l'arc actuellement au Québec. De vouloir récolter un boc mature, ils ont tellement d'options de sortie, eux, au final, que de vraiment être capable. Puis on s'entend qu'un boc mature, il n'y a rien d'aussi inconstant que ça, dans le sens que il peut passer une trail une journée, le lendemain, il va être 50, 60 pieds, 100 pieds plus loin, 100 mètres. Ils sont dans le même corridor, dans le même core area, mais ils empruntent rarement la même trail 2 jours d'affilée. Ils peuvent passer proches, mais jamais tout à fait à la même place. Donc, pour un chasseur à l'arc avec une portée limitée, c'est bonne chance avec. Il y a quoi? Il y a-tu 10 jours de chasse à l'arc au Québec en tout? C'est pas beaucoup, là. Non, c'est pas énorme. Puis comme tu dis, un boc mature, c'est bien tough d'établir un pattern qui est très, très précis. On est capable de trouver une routine, mais dire. Il était où son secteur, tu sais. C'est ça. Mais quel trail qu'elle utilisait. Oui, on a un beau territoire, mais tu l'as vu en le marchant, un peu comme tu as dit, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à chasser à la flèche. Ah, ben, pas non. Ben, ça prend des éléments. Vous avez une coupe de. On s'entend, là, c'est un très beau territoire, puis vous avez des beaux accès, vous êtes capable en masse, mais dans un territoire avec une forte densité de chevreuil, comme vous avez, il y a tellement de femelles qui peuvent te souffler, te détecter dans des conditions où que là, toi, tu attends un chevreuil, mais il y en a peut-être 15 qui vont passer, pas nécessairement là où tu aurais voulu, tandis qu'avec une clôture comme vous l'avez faite, là, je l'ai déjà faite par le passé, puis j'avais vu une méchante différence, mais pas une clôture d'une aussi belle qualité que la tienne. La vôtre, elle va passer au travers du temps. Moi, j'avais mis beaucoup de temps pour peu de résultats à long terme, si on veut. Mais oui, ça l'aide. En tout cas, ça a grandement aidé. Puis je suis quand même content de voir que tu as fait le même constat par chez vous. Là. C'est un aménagement qui est quand même demandant physiquement. Ça prend du temps, il faut s'organiser, mais ça fonctionne. Ah, clairement. Mais c'est de bien le faire à la base. Puis après ça, ça va durer longtemps pour ne pas avoir à le refaire. Là, moi, j'avais voulu faire un coup vite. J'avais pris de la barbelée que j'avais taqué sur des arbres ici et là, puis que j'avais pas planté de poteau en métal comme vous avez fait. Ce que ça a fait, c'est que les arbres ont tombé de mon côté. La barbelée, c'est pas comme une clôture raide comme vous avez posé. C'est une clôture à gibier quoi, de 48 pouces à peu près que vous avez mis? 60. 60? Ouais. Ça, à 60, ils n'ont pas le goût de sauter ça. À 4 pieds, ils sont capables, ils vont le faire s'il y a de quoi, mais 60, oublie ça. Fait que moi, ça a donné qu'au final, après 3 ans, ben là, il fallait tout le temps j'allais faire du ménage, à relever ça. Ça me demandait beaucoup trop de travail. Là, j'ai arrêté de le faire, tout simplement. Fait que c'est ça, mais bonne stratégie, super. Donc, à partir du moment que vous avez fait ça, Tom, as-tu commencé tout de suite à le prendre en photo dans les extrémités? Vous avez fait ça quoi, au mois de mars, avril? On l'a installé, je dirais un petit peu plus tard que ça. Là. Les feuilles commençaient à sortir. Fait probablement fin mai, début juin. Tout de suite après la dinde, à peu près. OK. On l'a installé à ce moment-là. Puis on ne le posait pas. On savait que l'été, ça tient comme un voisin et demi plus loin, on va dire. Là. Fait qu'on ne le posait pas au centre de notre terre à ce moment-là. Mais on l'avait posé après chasse. Fait qu'on était pas mal certains qu'il avait survécu. Puis ça a été tard avant de le poser. Ma soeur l'a vu une fois en scoutant au mois d'août. OK. En disant, avec le moule de chevreuil, la grosseur, je suis pas mal sûr que c'est girafe, mais pas capable de prendre une photo trop loin et tout. Fait que c'était une supposition qui était encore vivante dans tel coin. Puis ça n'a pas été avant que j'aille en Ohio chasser avant la chasse au Québec. C'était début septembre, quelque chose comme ça, là? Ouais, c'est ça. Mi-septembre. Mi-septembre, c'est en plein ça. Fait que ça n'a pas été avant mi-septembre avant qu'on commence à le poser pour la saison qui s'en venait. OK. Fait que c'est un boc qui est chez vous. On peut dire qu'il est local durant l'automne. Ouais. Mais durant l'été, il est peut-être 1 km plus loin, 1,5 km. Puis après ça, il rentre tranquillement. Gros max 1 km, c'est juste qu'on est dans un secteur qui est quand même agricole. Hein, fait que les chevreuils bougent vraiment selon les cultures. Là. Ah, ben oui, ils bougent. Puis ça prend pas grand pour les abriter durant l'été. C'est bon, une petite couette de bois ici, un rebord de fossé là, puis je veux dire, avec le blé d'Inde, puis ci, puis ça. L'habitat, il est top, là, c'est sûr et certain. Puis nous autres, sur notre 400 autres, en période estivale, on met 4, 5, des fois 6 caméras sur 400 autres. Fait que les chances de le pincer sont pas tellement énormes. Là. Non, ils ont tellement. Tu as sûrement remarqué, Tom, aussi, là, que l'été, c'est soit que tu les as ou tu les as pas pantoute. Dans le sens que, tu sais, s'il y a un moment de l'année où est-ce qu'ils sont plus réguliers, c'est l'été. Ils vont prendre à peu près tout le temps les mêmes trails pour aller dans les champs, puis sont assez. Mais c'est un petit cercle, un petit core area comparé à l'automne. Plus l'automne avance, plus ça l'agrandit durant l'été, Colin.
tu peux être. On avait fait un moment donné, moi et David, une expérience, on avait mis 2 caméras à 100 mètres de distance max l'une de l'autre. Sur une, on prenait juste des bocs, sur l'autre, on prenait juste des femelles. Puis pourtant, entre les deux, il y avait, c'était rien. Là. Ah non, 100 mètres, c'est rien. Ah, c'est fucké pareil. C'est rien. Là, on se dit, voyons, pourquoi? Ben là, à force de temps, on a compris à un moment donné que c'est ça. Ils sont à un endroit précis, puis ils ne bougent pas tellement de là. Il ne va pas bien gros. OK. Parfait. Donc, septembre, tu es en Ohio. T'avais-tu des caméras cellulaires? Y a-tu quelqu'un qui t'a informé que. Non, à ce moment-là, on ne travaillait pas beaucoup avec des cams cellulaires. Mais ma mère était restée au Québec, puis elle préparait un petit peu les runs de bait parce que, je pense que. Ça s'en venait, là. Ouais. Début octobre, ça rouvrait, fait que vous voulez être prêt pour on aime ça chasser des baits qui ont entre 10 et 14 jours, normalement. Mm-hmm. Fait que, on a posé la majorité des chevreuils qui sont là. Fait que sans même chasser l'appât, il y a une espèce de routine, de constance d'un chevreuil qu'on va chasser prochainement. Fait que normalement, 10 à 14 jours avant l'ouverture de la chasse, on commence à appâter. Là, maintenant, ça a changé un petit peu avec les lois sur l'appâtage. Mm-hmm. Fait que, faut qu'on s'adapte avec ça selon les. Mais on a le droit, Tom, je pense, il y a un mois avant, à partir de septembre. À partir de septembre, on a le droit, me semble. Ouais. Fait que, on s'adapte un petit peu avec ça, puis selon les dates de l'ouverture de la chasse. Puis moi, en étant là-bas, on venait d'une journée de prospection en Ohio, moi puis Luc. Puis là, j'ai reçu mon sel, n'arrête pas de sonner. Bzz, bzz, bzz. Là, je check ça. Puis là, c'était des photos de girafes à côté. Là. Il y avait la face dans la bête, puis il nous montrait tous ses plus beaux angles. Là. Fait que là. Puis tu étais en Ohio d'un gland de chêne à profusion, puis à essayer de trouver des chevreuils, puis tu avais ton gros shooter Québec, qui lui, il était là, puis il vous attendait. Là. Ouais, je pensais jamais dire ça, mais j'étais en train de chasser le Midwest américain, puis j'avais hâte de revenir au Québec. Ah non, je te comprends. Tu sais, on se le cachera pas, le Midwest américain, Tom, ça reste un rêve pour tout le monde, mais les terres publiques sont quand même dures à chasser, surtout la région où tu es allé. Une profusion semblable de glands. Les chevreuils ne sont pas concentrés dans un endroit particulier, ils sont n'importe où. Ouais. Vous l'avez eu dur. Tous les candidats qui sont allés dans le Midwest pendant la classique, ils ont tous trouvé ça dur. Ouais. Toute la gang. Ah non, j'ai pris un 2 minutes, comme on dit. J'ai pris un 2 minutes quand je suis rentré dans le bois. C'était de l'habitat. Certaines pochettes d'habitat qu'on recherche au Québec, on arrivait là-bas en disant « OK, ce coin-là va être excellent. » Puis finalement, la forêt est assez uniforme, puis c'est tout de même. Fait que là, il fallait réapprendre à chasser le chevreuil en dedans de 7 jours. Non, c'est pas assez. Ouais, on s'est posé une couple de questions, mais je suis prêt à dire qu'on a tiré notre épingle du jeu quand même. On a vu 12-15 chevreuils, dont un buck relativement mature, probablement un buck de 4 ans. Fait que le voyage, je ne suis pas prêt à dire que c'était pas plaisant, mais ça a vraiment, vraiment été plus difficile qu'on pensait. Ah ben écoute, ça a sûrement été un voyage dans lequel tu as appris davantage que les fois que ça a été le plus facile, parce que c'est quand on se creuse la tête et que c'est difficile, que veut pas, on fait une certaine introspection puis on se dit OK, là, on peut pas chasser comme on chasse tout le temps nécessairement, parce que là, clairement, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Non, c'est sûr, c'est sûr. OK, parfait. Donc là, tu es revenu. Tu es revenu de l'Ohio comme tu es resté là 7 jours, donc fin septembre, à quelques jours à peine de l'ouverture de la chasse. Donc là, tu avais hâte de commencer, j'imagine, à rentrer dans le bois avec ton arc au Québec. Ben moi, je me rappelle, ça se peut que je me trompe d'une journée ou deux d'une date, là, mais je me rappelle qu'on était sur la route du retour de l'Ohio vers le Québec. Puis j'ai reçu une vidéo de mon frère qui venait de récolter sa femelle le matin de l'ouverture à ce moment-là. OK, donc... on revenait, je pense qu'on arrivait au Québec, on arrivait à la maison le midi de l'ouverture de l'arc. OK, ça se peut. Donc, tu étais plus tard que je pensais. Tu étais vraiment comme fin septembre, là, autour du 24, là, quelque chose de même. Là. Après coup, je repense, puis c'est vraiment ça. C'était fin septembre jusqu'à aller au début octobre. Quand on est arrivé au Québec, la chasse venait juste d'ouvrir, mais ma mission principale, c'était de récolter ma femelle, parce qu'on était en classique. C'était en plein ça. Ça prenait mes points femelles pour après ça me concentrer sur le bas. Ben de toute façon, vous le faites toujours pareil. C'est juste que là, on se mettait une pression à la récolter à l'arc parce que c'était ça le plus payant, dans le fond, pour la classique. Donc, tu aurais pu dire je la récolte plus tard ou peu importe, mais toutes les équipes ont toutes fait la même affaire. On a toutes commencé avec une femelle avant de tirer un buck. Ben, c'était s'assurer de récolter des points relativement faciles. C'est jamais facile le chevreuil, mais c'était des points qui étaient accessibles pour un peu tout le monde. Je pense que la stratégie était comme... partout pareil, c'était d'aller ramasser le plus de points possible, le plus vite possible. Le plus vite possible, clairement. Mais t'as pas niaisé non plus. Hein? Il me semble que tu as récolté ta femelle, c'est-tu le lendemain? Ou... Oui, exactement. La première passe. Fait que je suis arrivé à la journée de l'ouverture, j'ai chassé le lendemain et j'ai récolté ma femelle. OK. Puis pas longtemps après, tu as pogné girafe. Donc là, je veux que tu
tu nous projettes, dans le fond, dans la journée où est-ce que tu as récolté girafe avec le plus de détails possible. Pars ça de quand tu veux, du matin ou peu importe. On va avoir les détails, Tom. On veut sentir Good. comme si c'était la journée que tu as récolté. Bon, ben, je récolte, comme on vient juste de dire, je récolte ma femelle le soir. Puis ma chute était vraiment pas si pire, mais c'est un bois qui est quand même sage. Chez nous, ça prend mon chien de sang. Je chassais dans le secteur où ce qu'on pensait que girafe se tenait vraiment. Fait que là, j'appelle le chien de sang puis je dis il va falloir faire la job la plus efficace, quick, propre possible parce que je veux pas pousser mon shooter. Il est là présentement, il faut vraiment qu'on fasse attention. Fait que ça a bien été, la femelle a fait 200 pieds, ramène la femelle. Là, il faut que je parte pour Bécomo parce qu'à ce moment-là, j'étudiais encore sur la Côte-Nord. J'enregistre ma femelle, je mets ça dans la chambre froide, on part. Mais là, moi, je suis primé bien raide. Là. La chasse au Québec est commencée, ma première flèche est tirée, puis là, mon beau buck, il est dans le coup. Fait que là, je reviens une semaine après. Ouais, je reviens une semaine après. Je commence à chasser. T'as attendu une semaine? Je pensais que tu avais reviré de bord dans la semaine pour venir chasser, mais t'as attendu une semaine. OK. Ben, me connaissant, j'ai probablement manqué une journée ou deux de cours. Là. Mais je suis parti. Okay. En revenant, j'ai récolté ma femelle côté nord de la clôture. Girafe n'était pas là. Je me mets côté sud de la clôture, je chasse un soir. Je vois un gros chevreuil passer dans le salle. Je fais rentrer ça. Grande Snurtweeze, finalement, c'est un 3,5 ans. J'ai pas vu girafe ce soir-là, mais la caméra qu'on a été chercher nous a dit OK, girafe a rentré. Fait que là, sur 3 options que j'avais pour chasser ce buck-là, il y en avait 2 qu'on venait d'enlever. Le lendemain, conditions parfaites. Une petite pluie le soir, pas trop venteux, style un 20 km/h avec un 2-3 mm. Juste pour dire que les grattages vont être bons à être réouverts. J'arrive dans le stand le 10 octobre. On a un vent sud-ouest d'à peu près ça encore 15 à 20 km/h. Ma mère vient nous porter en 4 roues. Il est 10h30, 11h le matin. On n'a pas fait la passe du matin. La première passe, on restait en plein ça. Là, c'est sûr, ça t'est déjà arrivé. Là, tu rentres dans le bois, puis il y a un feeling de bizarre qu'on fait dans le chest. Là. On sent qu'il y a de quoi qui va se passer. Puis des fois, c'est dur à expliquer, mais on le sent. Là. Mais là, tout est rentré dans le bois en pensant aller chasser un des stands qui était déjà installé au bout de la clôture ou si tu avais. J'avais changé d'option. Les 2 passes sur le bord de la clôture avaient été faites. Ça ne s'était pas passé comme je pensais. OK. Fait que tu es allé te faire débarquer par ta mère avec un stand sur le dos. Oui, exactement ça. Il restait une autre trail dans ma tête. J'avais tellement pensé pendant les quelques jours que j'étais parti à Côte-Nord, il me restait une option dans ma tête. Puis c'est un petit peu ma mère qui m'avait ouvert les yeux là-dessus. Elle m'a rappelé que l'année d'avant, on avait posé une place que j'avais oubliée. En tout cas, un gros cheminement mental qui s'est fait pendant le temps que tu n'étais pas supposé étudier pendant que tu étais à Bécomo, toi, tu pensais au chevreuil, c'est ça? Ouais, c'est ça le problème. OK, je te laisse continuer, vas-y, je te taquine. Fait qu'on arrive, ma mère, elle me dépose justement 10h30, 11h le matin. Conditions de chasse idéales, en tout cas à mon avis. On arrive, je vois une grosse trail, exactement celle dans laquelle je voulais chasser. Puis en arrivant vers un arbre que j'ai trouvé qui était propice à l'installation d'un stem, j'arrive face à face avec un scrape. Là, c'est parce que les gens n'ont pas de visuel avec nous, là, mais j'étais pour dire gros comme la table. Fait que, on va dire un 6 pieds de diamètre, un scrape ouvert, brassé à grandeur, que je n'étais pas au courant qu'il était là. Je regarde 2-3 arbres à côté, gros frottage. Je dis, oh, ma soeur qui me filmait à ce moment-là. Début de saison de même en plus, là. Ah ouais, on était dans un signe intense de rut en début de saison d'arc. On savait que c'était pas rien que des spikes qui avaient brossé le terrain. C'est un mâle mature, souvent, qui commence bientôt comme ça, là. Ouais. Exactement. J'ai checké ma soeur, j'ai fait un clin d'œil, on a reculé d'une coupe de paume, on s'est monté dans le premier arbre qui avait de l'allure. Hang and on, mon gars. Yes. Ça me rejoint. Non, mais je le tiens pas de n'importe qui non plus. Là. On a évolué en tant que chasseur en regardant vos vidéos aussi, un peu comme tout le monde. Ah, c'est gentil. Hey, j'ai une question pour toi par rapport à ça, avant que tu poursuives ton histoire. Ouais. Tu me dis qu'il y avait un petit vent, dans le fond, de 10 à 15 km/h. Donc, tu sais, souvent, quand on fait du hang and hunt, c'est bon d'avoir un peu. Le parfait silence, ça ne vaut pas de la crotte. Là. Souvent, les passes de matin, c'est beaucoup plus complexe de faire ça à cause de ça. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Donc là, y avait-tu un petit son, y avait-tu quelque chose pour couvrir un peu le bruit des feuilles, pour couvrir vos bruits que vous auriez pu faire? Les feuilles, j'étais correct parce qu'il avait tombé un petit 2, 3, 4 mm de pluie la veille. Fait que les feuilles, je faisais vraiment aucun son. Puis il y avait juste un petit vent en background, là, juste pour dire qu'il y avait un mouvement d'arbre de branche. Ouais, exactement. Puis tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais sur le vidéo, on entend le train de loin, là. Ben, c'est le train, il est vraiment loin de ma terre, mais le vent venait de cette direction-là. C'est pour ça qu'on l'entend super clairement quand on fait du graphe. OK. Que, je te laisse continuer. Tu montes dans l'arbre avec ta soeur. Là, vous êtes 2, donc vous avez 2 stands installés. Ça te prend combien de temps d'installer à peu près?
Normalement, quand j'installe un stand puis je suis ça, je dirais, je suis pas le plus rapide pour faire ça. J'aime mieux prendre mon temps sans faire de bruit, échapper mon stock, une quinzaine de minutes. Puis quand on rajoute un stand supplémentaire, ben, le fait de descendre une fois de plus, lui, installer le stand. En général, c'est une vingtaine de minutes avec les branches à couper. Vingtaine de minutes, mais tu sais, on fait pas de bruit, puis on est installé sur la coche. Quand on s'assoit, on est prêt à chasser. Non, c'est pas très long, tu sais, de partir de zéro. Vous aviez quoi? Aviez-vous des sticks avec Ouais. des. OK. Ouais. C'est rapide, ça, là. C'est pas comme des. Hey, j'ai commencé, on vissait les crochets. Avec des pegs, là. Tabarnak, ça finissait plus, là. Tu disais, OK, j'en ai 14, là. Là, t'essayais d'en mettre le moins possible pour être capable et les mettre les plus distancés possible pour le faire moins souvent. T'arrivais en haut, t'étais tout trempe. Oh là là. C'est sûr. Non, les sticks, ça travaille super bien. C'est merveilleux. OK, je te laisse continuer ton histoire. T'es assis dans l'arbre avec ta sœur. Il y a des soirs de même où on le sent plus que d'autres. C'est juste un feeling, là, mais j'ai l'impression qu'à soir, ça peut être excellent. On est dans un staging area. Un air où les chevreuils viennent passer, mettons, la dernière heure de clarté à socialiser avant d'aller s'alimenter d'un champ plus de nuit. On est sur une transition d'habitat. En arrivant dans le secteur où on voulait se placer, on vient de s'installer peut-être 5 minutes. On a spoté un beau scrape à 16 mètres de nous autres. J'ai de la visibilité jusqu'à 34 mètres pour faire des tirs. Puis il y a une méchante grosse traîne qui passe devant, dans un secteur où on pose plusieurs bugs. Il y a eu de la pluie toute la nuit passée, mais jusqu'à présentement, ça m'est tout juste arrêté. Là. Fait que ça peut être cool. Ça peut être cool, les bugs peuvent venir dans leur scrape, rafraîchir un peu, remettre des odeurs. Fait que c'est ça le plan pour un soir. J'ai le feeling que ça va fonctionner, c'est pas sûr, ça reste la chasse. Mais je suis confiant en bout. Il était à peu près quelle heure quand, dans le fond, tu es arrivé vers 10h30, 11h, tu t'es assis, il était, mettons, 11h30, midi, vous êtes resté assis longtemps d'abord, là, avant de... Ben, on est resté assis relativement longtemps, mais dans l'intensité de chevreuil qu'on chasse, ça me stresse pas parce que l'action commence assez tôt normalement. Ouais, si c'est dans le corps, ça peut n'importe quand. Puis, En plein ça. Fait que là, faisait peut-être, je dirais, 1h30 qu'on était assis. Ça se déroulait bien. Le premier chevreuil qu'on voyait, ça passait super bien. On passait dans une trail devant moi à 16 mètres. Puis en arrière, il y avait une autre trail à 34 mètres. Puis le chevreuil, pas nous tolérait, mais tu sais, il ne savait pas qu'on était là. Première fois qu'on chasse dans une trail, fait que le chevreuil ne borderait pas avec nous autres. Mm-hmm. Puis là, tu sais, un lendemain de matin pluvieux avec des petits vents, c'est sûr que tu dois avoir le même constat probablement de ton côté. Des fois, le soleil sort puis le vent tourne un peu. Hein? Oh, clairement. Ça, c'est les pires journées. Le vent, pas de soleil dans une direction. Avec le soleil, ça vire sud ou ça vire complètement. Ouais. Ben, le couvert nuageux, c'est comme dégagé pendant qu'on chassait. Puis là, au début, les chevreuils, ça allait super bien. À un moment donné, j'ai senti, OK, là, 4 femelles qui rentrent ensemble, mais les 4 nous ont senti. Là, on se gratte la tête, on attend un petit peu. Un spike qui rentre, on brûle le spike. Là, pour moi, soeur, on se regarde avec des questionnements dans les yeux. Puis là, je texte un petit peu tout le monde dans notre groupe de chasse. Puis je dirais, sur les 4 personnes que j'ai textées, les 4 m'ont dit « Sors du bois, tu vas brûler ton bas. » Mais moi et ma soeur, on se regarde à ce moment-là, puis on se fait signe de non de la tête, on reste, on le tire à soir. Fait qu'on est comme un petit peu allé à l'inverse de ce qu'on prône comme façon de chasser, dans le sens de ne pas être trop agressif si les conditions ne sont pas bonnes pour. Mais là, on était tellement dedans et tellement certain qu'on a dit non, on pousse notre lock. Fait que je dirais, je me rappelle plus de l'heure exacte, mais on va dire à l'entour de 3h30. Il y a une femelle qui arrive, grosse femelle mature. Je check en arrière un autre chevreuil. Total, 9 chevreuils. 9 chevreuils qui décident de prendre la trail jusqu'à 16 mètres de moi. La première femelle, elle sent une draft de vent qui tourne. Elle break 4 pattes. Ouais, elle commence à se licher les narines, elle se retourne. Puis une femelle mature, c'est comme un boc mature, hein, c'est pas facile à déjouer. Non. Elle regarde direct dans le stand, elle tape du pied, elle siffle une fois, elle part à la course. Sur 9 chevreuils, il y en a 8 qui sont partis. Là, tu te dis, ouais, là, mon feeling commence à être un peu moins hot. Là. Ouais. Puis le 9e, c'est-tu c'était quel chevreuil, Raph? C'était girafe. Oui, monsieur. Girafe, c'est le boc mature en arrière d'une trolley de 8 de femelles et veaux. Lui, il n'a pas trop compris. Il était une petite affaire en retrait par rapport aux autres. Il a barré les 4 pattes. Bang! Carré. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était girafe. Je savais que c'était un boc mature. Je voyais le gros body, je voyais un petit bout de panache. Je ne savais pas que c'était girafe. Puis là, c'était en pointant à ma soeur, qui n'est pas capable de le voir. Puis là, on ne peut pas faire trop de bruit là, parce qu'il est méfiant. Le vent vient de tourner, les femelles sont parties. Le tout commençait à être échaudé. Là. Est-ce que le vent s'est restabilisé par après ou si. Oui. Parce que là, les couverts nuageux, ça part puis ça vient. Là, c'est jamais égal. Ben, il s'est restabilisé le temps que les girafes redeviennent sécures, dans le fond. Le timing était parfait.
Ouais, j'ai été béni ce jour-là, pour bien des raisons. Ben, écoute, ouais, tu vas pouvoir en parler. Ouais. Fait qu'au bout d'à peu près 1 heure, d'une trail adjacente à celle qu'on regardait Girafe, il était pas loin, il était à peu près à 45 mètres dans le salle. Il gossait là-dedans, il restait là. Les quatre pattes ont fait aucun mouvement. La seule chose qu'il a faite pendant 1 heure, c'est une rotation de la tête. Fait que je voyais G2, G1, G2, qu'on m'a donné, il se retournait. Là, je voyais le côté droit au complet. Il revenait, je voyais le bout du beam. C'est la seule chose qu'on a faite pendant 1 heure. Il était en mode alerte, mais sans nécessairement avoir vu la source ou senti la source. Fait que lui, il savait pas trop. Il cherchait, mais lui, il n'avait pas eu conscience du danger. Mm-hmm. Puis justement ça. 1 heure après, il y a un spike qui s'en vient, d'une trail pas loin. À la seconde qu'il y a eu un contact visuel avec le spike, Girafe a redécollé comme si rien n'était, en pleine confiance, s'est mis à manger, sentir à terre, gratter un petit peu. Là, quand il se met à avancer, là, il est en dedans de 45 mètres de moi. Là. Mm-hmm. Il commence à être dans un range d'arc correct. Puis là, c'est à ce moment-là que je réalise l'ampleur du chevreuil. Sur caméra, on n'avait pas réalisé l'ampleur du body, l'ampleur du panache. Ben, tu es concentré, souvent filmé, tu regardes, mais tu peux pas juste rester comme figé sur le panache. Tu as tellement d'autres affaires à vérifier. Mais dans le bois, la première chose qui nous a fessé, c'était ça. C'était l'ampleur du chevreuil qui s'en vient vers nous. Là. Je l'ai vu pendant 1 heure dans le salle, puis là, il s'en vient en milieu dégagé. C'est là qu'on est capable de le mettre sur la caméra, puis qu'on fait la belle séquence vidéo qu'on était capable de faire. Mm-hmm. Mon cœur voulait me sortir du corps. Ça n'avait aucun sens. J'avais déjà récolté des chevreuils matures avant, puis c'était même pas proche d'être comparable. Je chantais, mon cœur battre jusque dans mes oreilles, les mains bien moites. Je savais même pas comment j'allais faire pour étirer mon arc à ce moment-là. T'as pourtant été capable 2 fois, hein? Fait qu'au bout d'à peu près 5 minutes, où le chevreuil s'en vient vraiment tranquillement en train de manger puis tout, plutôt que de prendre la trail à 16 mètres, il a pris la trail à 34 mètres. Ben pancarte. Scénario comme trop parfait. Là. Mm-hmm. Le cadrage, le vidéo était sa coche, l'angle qu'il me donnait, l'ouverture qu'il me donnait, tout était parfait. Dans ma tête, ça c'était vraiment juste dans ma tête, je pensais avoir comme repris le contrôle sur mes émotions. Je m'étire, je demande à ma soeur si elle a sa cam, elle me dit oui, je laisse partir ma flèche. Puis là, cauchemar bien raide. Je passe à peu près 8 pouces au-dessus du dos. Exactement ça. À ce moment-là, c'est le pire sentiment que j'ai jamais eu à la chasse. Toute la pression descend dans le corps, je sais plus quoi faire. Ma soeur, elle se met à pleurer, puis à chaudes larmes. Là. Sur une vidéo qu'on a montée, on a coupé certains bouts. Là. Ouais, on l'entend. Elle pleure, puis à chaque fois qu'elle pleure, la caméra donne un coup, puis elle s'essuie les larmes, puis c'est pas drôle, là. Non, c'est pas drôle. Là, il a fait quoi? Il a comme réaction, lui, là? Tu le tires, tu le manques. Là, il a docké, mais il a docké comme un chevreuil normal. Là, Après coup, moi, j'ai vu sa GoPro que je shakeais beaucoup trop. Là. Dans ma tête, j'étais correct, mais je shakeais bien raide. Fait que j'ai passé au-dessus, puis vu que je n'y ai pas touché pantoute, il n'a pas compris ce qui s'est passé là non plus. T'sais, il n'a pas été blessé. Lui, il a entendu de quoi partir. Il s'est retourné, il a couru sur 70-80 mètres. Puis il a croisé un chevreuil dans le bois. Fait que là, tout de suite, il a arrêté, il s'est mis à le sentir, puis il s'est mis à faire un grattage. Puis je l'avais encore à visuel à ce moment-là. Là. Mm-hmm. Fait que là, en dedans de, je dirais, ça s'est passé vite, en dedans de 10 secondes, du moment où j'ai décoché jusqu'au moment qu'il s'est mis à regratter, là, je passais par toute la gamme d'émotions possibles. Là. Du plus bas à une lueur d'espoir. Puis après ça, quand il s'est mis à regratter, ma soeur, elle m'a dit « Remets une flèche ». Puis au même moment, j'ai pensé à David Bienvenu qui a mis 2 flèches sur Géant Curvé la même journée. Puis là, j'ai retrouvé une lueur d'espoir à travers le pire cauchemar que j'avais vécu en tant que chasseur. Là. Ben, c'est dans tout ça, c'était pas le premier. Hein? Ça arrive souvent des affaires de même. Puis c'est d'avoir le réflexe de reprendre le dessus sur soi. C'est ce que tu as fait. Puis la deuxième shot a été la bonne. Là. Puis il ne faut pas hésiter à remettre une flèche. On se dépêche de remettre une flèche. On ne sait jamais ce qui leur passe par la tête. T'sais, il se passe tellement de choses dans le bois, Tom. Un arbre qui tombe un moment donné, une branche qui craque. Pour lui, c'est un bruit. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils se disent pas « Hey, je viens de me faire tirer ». Ils ne savent pas. Fait qu'ils peuvent prendre ça pour n'importe quel bruit. C'est juste tout dépendamment de l'intensité. S'il t'a spoté et tu le tires, là, ça se peut qu'il s'en aille. Mais là, ils ne vous avaient pas vu. Ils n'avaient pas connaissance de rien. Le Buck mature, c'est quand même confiant. Hein? Oui. Si ça ne s'est pas fait déranger, il est dans son corps area, il est à l'aise. Donc lui, bon... Regarde, il retourne à ses petites affaires, puis compte-nous la suite après.
Ben, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Puis vu que c'est un buck mature, moi j'appelle ça un coq. Hein. Il fait. Exact. Ouais, il fait son coq. Là. Je pense qu'on se comprend tout en disant ça. Ben oui. C'est ce qu'il a voulu faire, là, regarde. Ouais. Puis moi, vu que ça faisait 1 heure que j'hésitais à grunter quand il a arrêté puis qu'il y avait un doute dans sa tête, j'hésitais. Puis j'étais comme, je le fais-tu pas. Il était déjà en direction de moi. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de garder le silence. Puis là, vu que j'étais en train de le perdre, vu que ça en allait dans la direction opposée, là, je venais de le manquer, il n'était plus en alerte, mais Plus rien à perdre. Moi. Là, j'ai plus rien à perdre. J'ai pris mon grunt, puis j'ai grunté beaucoup trop agressivement pour la date qu'on était. Il était encore là. Mais lui, dans le coin, c'est le coq. Ça a pris 1 seconde, je l'ai vu virer les oreilles à l'envers, 90 degrés, puis il s'est ennuyé de direct sur moi. Là, t'as dit, OK, j'ai peut-être une chance. Ben là, mon 2% de lueur d'espoir s'augmentait en 5%, puis en 10%. À un moment donné, j'ai réalisé que, OK, il s'en vient sur moi, puis là, c'est l'opportunité rêvée de n'importe quel chasseur sur la tête de pouvoir reprendre une occasion manquée sur un site Oui. Ben oui. Fait que là, il s'en vient. J'ai le télémètre dans les mains. Pancarte, 30,2 mètres mesurés avec une ligne de tir. Il me regarde, par exemple, là, parce que là, il s'en vient, il cherche un grunt. Mais t'avais grunté, là, il savait d'où Ah ça ouais, venait. il s'en vient en cherchant. Là, il s'en vient, pancarte, 30,2 mètres. Je leur demande à ma soeur, tu l'as-tu? Elle me dit non, je le vois pas. Qu'est-ce que tu fais? Je le vois pas. Je l'ai laissé passer. Je l'ai pas tiré. T'as été bon parce qu'un buck comme ça, c'est bien que c'est de la classique, là, mais à un moment donné, Mais ouais, je l'ai pas tiré. Il a continué à avancer. Puis comme il s'est mis à avancer, là, ma soeur elle s'est remis de ses émotions. Elle aussi, là, elle a eu un up and down d'émotions. Là. Fait que là, elle essuie ses larmes, on va dire. Elle repogne dessus sur ses émotions, capable de le mettre sur la caméra. Mais là, il s'en vient dans la direction. Il s'en vient pas dans la direction où j'étais setupé pour le chasser. Là. On s'entend, je l'ai fait revenir, puis là, je suis chanceux d'avoir porté d'arc. Mais je suis pas installé dans l'arbre pour faire un tir de la façon qu'il est placé. Là, là j'entends prends-les. Puis dans ma tête, c'est comme inconcevable parce que je suis droitier, puis il est en arrière à ma droite. Fait qu'il n'est pas bien placé pour que je puisse le tirer. Il n'est pas tout à fait de pancarte, il est un petit peu plus de face vers moi. Il me regarde, puis là, il est dans mon vent. Fait on était à une fraction de seconde. Il est limite, disons, d'avoir ton vent. T'sais, il l'a pas, mais il est sur le point de. Il est sur la ligne. Il est vraiment sur la ligne. Fait que là, elle me dit prends-les, puis là, je suis comme je peux pas. Puis là, j'entends juste c'est là ou jamais. Fait que là, j'ai compris, tu sais, elle aussi était au bout de son installation puis des capacités qu'elle avait pour aller chercher sa caméra. Là. Fait que je me suis même pas posé de questions. Ma mère était à la bonne place. Je me suis étiré, puis en étirant mon arc, j'ai fait une rotation sur mon siège de Tristan. On s'entend, c'est pas gros des plateformes de hang-on, ceux qu'on utilise. Là. Fait que j'ai avancé mon corps sur mon siège en même temps de m'étirer, j'ai mis la mire dedans. Puis quand j'ai demandé là-dessus, puis elle m'a dit oui, il y avait une branche direct vis-à-vis le vital. Vital, vis-à-vis où ce qu'on veut viser, disons l'arrière de la patte. Là. J'ai décalé ça juste pour clairer la branche, laisser le coup partir. Après ça, s'il avance, je peux plus vite. Yes, sir! Oh, mais non, plus jamais! Fait que quand la flèche est rentrée dedans, là, on a l'air quasiment de manquer de classe sur nos émotions, mais il n'y a absolument rien de faké. Là. On n'est plus capable de se tenir. Là. Je shakeais, je pensais tomber de l'arbre, même si j'étais attaché. Ça n'avait aucun sens. C'est les IS low puis les IS high. C'est quand tu as ça dans la même séquence de chasse. Des fois, c'est dans une même saison. Là, dans 15 minutes? Même 15 minutes? Gros max.
Ouais. c'est là que ça décolle, puis je vous comprends tellement. Puis écoute, je regarde ça, les deux, puis c'est une belle chimie que vous avez dans la famille, autant que ça soit toi avec Louis ou bien l'inverse ou avec Mathilde. Je veux dire, quand vous récoltez, maudit qu'on le sent que vous êtes content puis que c'est hot à regarder. C'est ça qu'on veut que les gens vivent. Hein? Ben, c'est ça que je souhaite à n'importe qui, parce que moi, le jour que je ne vivrai plus ces émotions-là, ben, je vais arrêter d'aller à la chasse avec un arme, je traînerai une caméra dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Non, fait que c'est vraiment intense comme émotion. Puis là, moi et ma soeur, on se prend dans les bras, puis on pleure bien raide, puis là, on réalise ce qui vient de se passer. Là. Parce que sur le moment, ça se passe tellement vite que des fois, on dirait qu'on agit comme par automatisme, puis on ne comprend pas nécessairement ce qui se passe. Mais là, la flèche est dans le chevreuil, puis même c'est une shot qui n'est pas parfaite, c'est une shot qui est mortelle. Là. Mm-hmm. Fait que là, tu l'as pogné où, Tom? Tu l'as pogné, il me semble que c'était, dans le fond, il était quarter forward, donc tu l'as pogné vers la panse, à aller vers l'arrière, dans le fond? Moi, j'ai entré panse, puis j'ai été terminé dans l'artère de la cuisse opposée, arrière. OK. Ouais, ça fait pas long feu, hein, normalement. Non, mais tu sais. Mais c'est plus dur à retrouver. Oui, ben, ça a bien été quand même. Ben, fait qu'à ce moment-là, on savait qu'on lui laissait du temps, on savait qu'on venait à la maison, puis là, on textait à tout le monde un peu. On s'en souvient. Ah ouais, hein, t'en souviens? Moi, je m'en souviens. Ah oui, clairement. Puis Colin, j'étais content pour toi. On a toujours été content pour tout le monde dans la classique lorsqu'il récoltait. Ça reste un bel esprit d'équipe qu'on avait, mais surtout sur un chevreuil de même, j'étais comme wow, c'est un chevreuil de 150. Comment il faisait, Girafe? 152? 150? 151, ouais. 151, hey, c'est malade au Québec là, d'avoir la chance de récolter ça. Là, c'est fou. Donc là, vous avez attendu le chien de sang? Vous avez collé ça, me semble? Oui, ben j'ai appelé Florent Archambault. C'est un chum de la famille, puis en plus, c'est une machine en tant que chien de sang. C'est pas mal votre chien de sang attitré, ça. Hein? Pas mal. Okay. Fait que lui, quand il a visionné à la shot, tu sais, ça, on n'en parle pas tout le temps, là, mais les images, là, les vidéos, c'est un outil exceptionnel pour rechercher un gibier. Là. L'envoi au conducteur de chien de sang, on comprend vraiment où l'impact est rentré, comment ça a travaillé. Fait qu'on a des indices pour nous permettre de savoir comment bien chercher après. Mm-hmm. Fait que là, Florent, il me dit, écoute, je pense qu'on est aussi bien dû laisser 6 heures. Puis lui, c'est lui qui a eu le doute au début dans sa tête de dire, Chevreuil a l'air de manquer de gaz dans ses pattes arrière quand il décolle. Puis ça, c'est pas typique d'un tir de panse, c'est typique d'un tir d'une chute d'une chute de pression. Mm-hmm. Fait que là, il y avait déjà une cloche qui avait sonné. Il a dit, tu sais, ça va peut-être être plus simple que ce qu'on pense, la recherche. Puis comme de fait, on est arrivé là. 6 heures après, on décolle la recherche. Moi, j'étais encore bien sur le gun. J'avais des yeux gros d'après moi comme des oranges. Ça n'avait pas de sens. Il était quelle heure? Il était 6 heures plus tard. Donc là, on se retrouve à... T'as tiré quoi? Vers 4h30, 5h? Avant ça, même. Là. Ça fait que, probablement qu'on a commencé à chercher... Ben, autour de 10h le soir? À peu près. Mais tu as le temps de se rendre au spot, 10h30, puis tout. Puis... Hey, c'est-tu des heures d'attente qui sont longues, ça, pareil? Hein? C'est interminable. Mais vous avez bien fait en cas de doute. Hein? On prend pas de... On dit pas en cas de doute le gaz au bout. Là. Au contraire, en cas de doute, on prend notre break et on attend. On a des ressources au Québec. Les chiens de sang, on est vraiment chanceux. C'est pas partout qu'on a accès à ça. Puis c'est une ressource qu'il faut exploiter quand on en a besoin. Fait que, on écoute le conducteur, puis ils vont faire du mieux qu'ils peuvent pour les retrouver. Puis c'est vraiment le meilleur outil qu'on peut avoir de disponible pour les retrouver. Fait que, à ce moment-là, je me souvenais pas. C'était des longues heures d'attente, c'est interminable, mais c'était ça qu'il fallait faire. Puis quand on a décollé, vraiment, on a trouvé le point où j'avais tiré. Parce que dans le bois, c'était pas comme sur un appât en sachant qu'il y avait 4 pattes là. On se zigonnait un petit peu pour trouver. Florent est décollé en avant avec Joy, sa chienne. Puis il a commencé à me dire « Oh, j'ai du sang ici. » Moi, je commence à être content, je mets le flag en arrière. Puis j'ai juste entendu « Il y a une couche ici. » Puis au même moment, ma soeur, elle s'est mise à fond dans l'arme. Moi, je n'ai pas réalisé, je suis trop sur le gun. Fait que là, je rejoins Florent, ma soeur, elle pleure. Toi, t'étais trop occupé à attacher tes petits rubans orange, tu vas me dire. Je suis ailleurs, là, c'est ça, je suis un peu ailleurs, je comprends pas ce qui se passe. J'ai compris une couche. Fait que là, j'arrive, puis je cherche la couche. Là. Il y a Florent, il y a ma soeur qui pleure, il y a un de mes chumés qui était là aussi, Christo, qui était avec nous. Puis là, moi, je cherche la couche à terre, puis je la vois pas. Puis à un moment donné, j'ai tourné la tête, puis il était couché à 10 pieds de nous autres. Tout le monde avait compris, sauf moi à ce moment-là. Mais quand je l'ai vu, là, je me sentais pas. Je suis pas habile dans la vie, je suis pas un athlète, mais d'après moi, j'ai sauté 10 pieds de haut à ce moment-là. Regarde le caractère. Il y a ça, ça fait 3 ans qu'il y a des trous là, man. Good girl! Yes! Je vois rien. C'est fou, là. Je repense à ce moment-là, j'ai encore des frissons, stick. Moi, juste à écouter le cri que ta soeur,
puis que toi aussi, vous faites, ça joue d'ailleurs dans l'intro là, des podcasts Box Story. Ça vient nous chercher au trip, là, on sent le soulagement, puis j'ose même pas imaginer une fois que tu as mis les mains dessus, puis à quel point le ISI, t'étais dedans. C'était fou, là. Clairement. OK, donc là, quand tu es arrivé à côté, Tom, il était au-delà de tes attentes? Comment, on sait que c'est un buck mature, c'est big. Là, des fois, on a des attentes super élevées. Je n'avais parlé avec ton frère un peu. Tu es arrivé à côté, ça a été quoi ta réaction? Une coche de plus encore. Là. On n'en revenait pas. Malade. On était 4 à ce moment-là, on n'en revenait pas. C'est assez que Florent, puis Florent, c'est un habitué de gros buck. C'est un chasseur de gros chevreuils aussi, puis c'est un craqué QDM, puis gestion. Il sait c'est quoi un gros chevreuil. Là. Puis assez, il est arrivé, puis en joke, il m'a dit c'était un sœur mulet. Ça fourrait. C'est haut sur la tête, c'était gros. C'était vraiment incroyable. Méchant beau buck. Ah, tu sais, c'est probablement une des parties de la chasse au complet de l'histoire de girafe. Là, la minute qui a suivi, qu'on a retrouvé le chevreuil, mettons. Là. Uh-huh. C'est une des éléments clés de mon expérience de chasse avec ce buck-là. Ben oui. C'était fou, clairement, avec tous tes membres de ta famille et tout, là, ça devait être. Ça a dû se coucher tard ce soir-là, c'est sûr et certain. Hey, j'ai une question pour toi avant de continuer, Tom. Tu nous as dit tantôt que tu avais grunté de façon agressive. Oui. Juste peut-être pour nos téléspectateurs, quand tu dis grunter de façon agressive, est-ce que ton grunt était long, dans le fond, ou est fort, ou si tu as juste grunté fort de façon répétitive? Comment tu pourrais qualifier ça, disons, un grunt agressif? Ben, je pense que je le qualifierais d'un peu tout ce que tu viens de dire. T'sais, normalement, en début de saison, quand je grunt, moi, je suis quand même quelqu'un qui utilise souvent le grunt à la chasse, là, surtout quand j'ai un visuel avec un buck, peu importe la grosseur. Puis la plupart du temps, je fais des grunts d'à peu près 1 seconde, 2 secondes des fois, puis j'en fais 2 ou 3 de suite. Mais avec girafe, c'était vraiment des 7-8 secondes le plus fort que je suis capable de faire sonner mon corps, puis j'arrêtais, puis je recommençais une séquence. Puis je voulais vraiment qu'il y ait zéro doute dans sa tête qu'il entende un grunt. OK, fait que c'était un souffle, dans le fond, continu assez fort de 6-7 secondes. Ça sonne pas bien, là, mais tu sais. Non, mais je comprends le principe. Je voulais rien qu'être certain de voir ce que tu avais fait parce qu'on a entendu, ça n'arrive pas souvent qu'on entend ces sons-là de la part des chevreuils. Ça m'est arrivé en Illinois une couple de fois d'entendre un buck mature grunter, mais comme tu as fait là, c'est pas des petits grunts. Un buck mature, ça va grunter. Puis ça ne gêne pas, puis c'est fort. Là. Fait que tu as clairement. Tu l'as piqué dans le fond, dans l'orgueil, ton c'est ce que je pense. Oui, en plein ça. OK, cool, Tommy. Donc, selon toi, c'est quoi qui a vraiment fait la différence dans ta chasse avec girafe? Peux-tu nous dire l'élément, le game changer ou bon, tu nous as parlé de la clôture un peu au début, mais il n'y a probablement pas juste ça. Oui, mais plus loin que la clôture, moi, je pense qu'il a fait un gros changement sur la chasse de girafe, mais aussi sur les autres chevreuils qu'on chasse dans les dernières années, que ce soit moi qui récolte ou n'importe quel autre membre de ma famille. Là. C'est la connaissance du chevreuil même qu'on chasse, pas juste de l'espèce. Le chevreuil, c'est une espèce qui chasse. Puis, qu'on a compris le pattern, c'est relativement pareil pour n'importe quel individu. Mais quand on se met à se concentrer sur un chevreuil en particulier puis on l'étudie, ben, c'est là qu'on comprend que, OK, pour X raison, quand les vents sont de ce bas-ci, plus souvent on va faire une run comme ça. Ou, des petits détails qui vont sur une échelle de 2 puis 3 ans qui vont faire que quand on décide de chasser, il n'y a plus de décisions qui sont faites au hasard en espérant. Il y a tout le temps une pensée en arrière puis une stratégie en arrière de la décision puis de quel arbre qu'on va chasser. C'est vraiment la connaissance, la compréhension du chevreuil même qu'on chasse. L'analyse de toutes tes photos des 3 dernières années avant de le récolter dans le fond, qu'on en masse le temps de faire durant l'hiver. C'est vrai de ça. OK, parfait. Écoute, je te remercie, Tommy, par rapport à ton récit que tu nous as conté. Tu nous as fait revivre encore là des beaux souvenirs, puis on va avoir la chance, les auditeurs vont avoir la chance d'écouter des bouts dans le fond de ta chasse, parce qu'on tient justement à remettre les gens vraiment en contexte, par leur faire revivre ça à 100%. Donc, il va y avoir de l'audio pour eux disponible afin de les situer vraiment dans l'action. Donc, je peux te poser une question? C'est quoi ton objectif, dans le fond, pour l'année à venir? Est-ce que on parlait un peu des chevreuils qui nous ont donné des émotions fortes. Est-ce que tu as quelque chose à venir cette année qui pourrait peut-être se rapprocher un peu de ce que tu as vécu ou si... Là, on chasse un chevreuil qu'on a surnommé Mulet. Puis moi, je suis convaincu que c'est le gars girafe. Il y a une shape de rack qui ressemble. Ils ont exactement les mêmes patterns. Ils perdent le cornes aux mêmes places. Puis là, il évolue. On le suit depuis 2 ans et demi, ce chevreuil-là. On a ses 2 cornes à 2 ans et demi. Là. Dernièrement, j'ai trouvé ses 2 cornes à 3 ans et demi.
L'histoire se répète pour toi, là. Ben, c'est pas du pareil au même, mais ça se ressemble beaucoup. Puis c'est un style de chevreuil qui a le potentiel de faire aussi gros, sinon plus. Fait que pour l'année qui s'en vient, c'est sûr que mon seul target, le seul chevreuil qui me ferait décocher une flèche, C'est lui. à l'heure qu'on se parle, c'est lui. Les choses peuvent évoluer, peuvent changer. Il peut faire une évolution d'une année à l'autre qui va me breaker. Peut-être m'arriver cet automne qui va me dire OK, finalement, ça lui prend vraiment une année de plus, ou bien il va avoir une anomalie, puis il peut disparaître aussi. Mais à l'heure qu'on se parle, le buck que je vais chasser en 2024 s'appelle Mulet. Puis c'est un peu le gars à girafe, en fait. Là. Même style de rack avec plus de caractère, puis le potentiel, à mon avis, de devenir plus gros. Super, ben écoute, j'espère qu'on va avoir la chance de montrer ça aux gens dans un prochain vidéo Arcmaniac. J'aimerais ça. OK, Tom, une autre petite question pour toi. Tu as déjà quelques voyages de chasse au chevreuil à ton actif. Qu'est-ce que tu retiens de tes expériences à l'extérieur du Québec? Tu en as un petit peu parlé tantôt, mais tu veux-tu juste nous préciser un peu? Ben, moi, j'en retiens probablement que je considère que ma force au chevreuil, surtout au Québec, c'est justement de suivre le même chevreuil, comprendre son pattern, puis en connaissant l'espèce du chevreuil, l'espèce chevreuil lui-même, puis l'individu que je veux chasser, ben, je m'adapte puis je suis capable de chasser ce chevreuil-là. Mais quand je vais à l'extérieur, je tombe dans des chevreuils avec lesquels j'ai aucun pattern. Fait que faut vraiment que je me réhabitue un petit peu à chasser le chevreuil en général, arrêter de focusser sur un individu. Puis on arrive tout le temps dans des habitats qui sont différents aux nôtres. Là. On chasse pas tellement loin, ou plutôt, Raph, peut-être 15 km entre nos deux spots. Puis c'est pas nécessairement la même façon de chasser. Fait que là, quand on est à 2000 km de ce qu'on chasse, c'est encore du sort de Virginie qu'on chasse. Mais il faut s'adapter aux réalités du terrain. Puis souvent, un voyage de chasse, je trouve ça trop court pour le temps que ça me prenne de m'adapter. C'est encore... clairement. Ben, surtout sur du public, là. C'est souvent des expériences que tu fais sur 2 puis 3 ans au même endroit de façon consécutive pour vraiment apprendre comment est-ce que ça se passe. Il y a de la pression, on n'est pas les seuls dans le public. Donc, non, c'est clair. C'est pas juste sur ton propre territoire au Québec, vous contrôlez la pression, mais quand tu vas à un endroit, où la pression, tu n'as aucun contrôle dessus, et là, ça augmente le niveau de difficulté, c'est clair. Oui, pas mal. Parfait, Tom. Écoute, si je te donne le droit de changer 3 règlements afin de rendre la chasse plus intéressante pour les jeunes de ton âge. Tu es âgé de quel âge, Tom? T'as-tu 22? J'ai 20, là. T'as 20? T'as 20 ans, donc tu restes encore un jeune chasseur, malgré tout. Là. Tu changerais quoi? Ben, c'est sûr que les grandes lignes, on s'entend. Ben, tout le monde qui suit l'UPF, on a un petit peu la même pensée par rapport au plan de gestion. Fait que si je m'éloigne un petit peu de ça, là, pour pas qu'on se répète tous dans nos podcasts, là, probablement, moi, je remettrais des dates de chasse disponibles fin octobre. Moi, c'était mes dates. Personnellement, c'était les dates que je préférais chasser. C'est là que l'action pré-rut est hyper intéressante. Les gros mâles sont encore patternables, mais c'est là que tu peux chasser sur des grattages puis avoir des beaux résultats. Fait que si j'avais la possibilité je ramènerais une période de chasse fin octobre. Un peu d'un date de la relève. Mais je ne veux pas enlever de chasse à la relève, là, mais j'aimerais ça pouvoir avoir une fenêtre de chasse dans ces dates-là. Fin octobre. Ben, clairement. Puis tu sais, la relève, pour avoir fait ça à d'autres endroits, la relève n'est pas nécessairement placée. Bon, eux, ils l'ont mis autour de l'Halloween. Ouais. Mais la relève, avec un arme à feu, ils peuvent la mettre une semaine avant. Ça peut être mis mi-octobre. Il y a tellement de possibilités qui peuvent être faites pour la relève. Je veux dire, la relève n'est pas gelée là. Elle pourrait peut-être changer d'une place à l'autre. Est-ce que tu permettrais la chasse à l'arme à feu dans ces dates-là? Comment tu verrais ça, disons, cette date-là de fin octobre? J'ai la chasse à l'arc de tatouer sur le cœur. Personnellement, je la garderais à la flèche. Mais pour rendre la chasse plus attirante pour, je veux dire, la majorité des chasseurs de mon âge, c'est sûr que je permettrais un arme à feu on va dire à courte portée, là, fait que probablement pas de moins un fusil. Fait que on est capable d'aller toucher à peu près n'importe quelle strate de chasseur sans faire des tirs à 400 verges, puis ça soit un petit peu contre mes valeurs de chasseur, surtout dans le secteur où on chasse. Là. Les grandes permettre arc, arbalète, poudre noire, puis fusil dans ces dates-là. En tout cas, moi, ça me ferait un petit plaisir de plus pendant ma saison. Parfait. Aurais-tu d'autres choses que tu voudrais? C'est-tu pas mal juste ça que tu voyais ou t'avais-tu autre chose? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on parle d'enlever le 2 bocs, implanter un RTLB, obliger un certain nombre de récoltes de femelles. Fait que ça, je pense que Luc a probablement fait le tour là-dessus. Il en a parlé pas tant que ça, la récolte de femelles, non? Il n'a pas abordé le sujet, Luc, non? Ben, de bord, c'est sûr que je vais répondre à une question qui va avoir 2 volets. Déjà, je trouve que les zones dans lesquelles on gère notre chevreuil sont trop grandes. Le chevreuil, c'est une espèce qui vit dans pas grand, des populations qui sont différentes d'un secteur à l'autre,
C'est des secteurs qui devraient être sous-divisés pour être mieux gérés, à mon avis. Fait en faisant des secteurs sous-divisés pour avoir un meilleur suivi du troupeau, ben, on pourrait se permettre d'émettre un nombre X de permis par zone. Mhm. Fait que, disons, moi, je considère qu'il y a trop de chasseurs pour la quantité de chevreuils disponible, en tout cas, de la façon qu'on chasse présentement. Fait que probablement émettre un nombre de permis de tirage au sort de femelles sur les secteurs qui vont être sous-divisés. Fait que là, ça fait beaucoup, là. Mais en fond, c'est pas compliqué, c'est faire une gestion plus serrée sur un plus petit secteur. Plus précise. Moi, en plein ça. Puis, tu sais, comprendre que c'est important de récolter un petit peu plus de femelles que de mâles, d'implanter un RTLB, puis de faire comprendre aux chasseurs en général l'importance d'une structure d'âge chez les mâles. Fait que, si on était capable d'implanter ça à travers d'autres dates de chasse, moi, je pense qu'on serait dans un petit coin de paradis de chasse pour chevreuil. Écoute, je te remercie, Tom, de ton opinion sur le sujet. Maintenant, on va passer à nos questions rafales. C'est les mêmes questions qui, pour chacun des individus qui vont passer au podcast Box Story. Le but, c'est simplement de voir la vision des choses par rapport à chacun des participants. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu me réponds le plus vite possible. Courte explication, mais on n'élabore pas là-dessus. Donc, première question, Tom. On est début octobre, tu prends photo un mature 2 fois en 3 jours au même endroit, mais tu n'as pas de mirador là. Est-ce que tu bouges ou tu attends de le reprendre en photo avant de prendre une décision? Je bouge assurément. Parfait. C'est-tu un buck de 160 pouces que tu sais âgé de 3,5 ans? Non, sur un terrain privé que je contrôle, puis oui, sur du public. Comment grand? Du public comment grand ou comment grand? Comment grand faudrait-tu contrôles pour dire je ne sais pas? On va dire minimum 1 km² d'habitat forestier, fait que 250 acres. OK. Quel point de chasse tu utilises, Tom? Rétractable. Y a-tu une marque en particulier ou? Je travaille avec des Rage depuis une couple d'années. J'ai tiré de l'hypodermic, je tire de la Tripon, puis cette année, je vais essayer les Sever. Quel signe t'allume le plus lors de tes prospections? Les scrapes ou les robes? Les grattages ou les frottages? On vient en français. OK. Pour une prospection de territoire, je préfère les frottages parce que je trouve que ça en dit un petit peu plus sur la grosseur du chevreuil qui l'a fait. Mm-hmm. Pour une prospection avant chasse, je préfère les grattages parce que c'est un signe que je préfère chasser au frottage. Parfait. Tu as ton shooter pancarte à 50 mètres avec une ligne de tir parfaite. Est-ce que tu tires ou tu attends? Moi, je dirais que je tire. Pour ou contre une augmentation de la saison des armes à courte portée et une diminution de la saison à la carabine? Personnellement, complètement pour. Puis si on se fie au nombre de chevreuils qui se feraient abattre si on était seulement à flèche, je pense que c'était à réfléchir. Dans le sens que probablement qu'on serait moins efficace. Moi, je pense que personnellement, je suis complètement pour. Puis sur la quantité de chevreuils qu'on devrait abattre, puis la quantité de chevreuils qui se feraient abattre, c'est à réfléchir. T'es-tu plus saddle ou mirador? J'étais plus mirador, puis depuis cet automne, l'automne dernier, je suis rendu 100% saddle. Tu vois un buck dans le salle que tu crois être ton shooter. Tu gruntes, tu fais le snortweeze ou tu fais rien? Je commence par grunter, puis si c'est pas assez, je fais du snortweeze par après. On est le 7 novembre, je te donne 3 endroits pour chasser. Tu choisis quoi entre un stand à proximité d'une bête, un stand à 60 mètres d'un bord de champ de maïs non récolté ou un stand sur une trail de femelles qui mène à un endroit très sale, possiblement un bedding? Moi, je prendrais la deuxième option, chasser près d'un champ de maïs debout. Écoute, Ami, je te remercie. Ça a été un podcast rempli d'émotions. On avait long à dire sur Girafe. Veux pas, c'était une histoire que tu as vécue sur plusieurs années. Ouais. Donc, ça fut super intéressant de t'avoir avec nous pour discuter de ça. Puis, écoute, ça va être une prochaine fois, Tom. Ça ne sera pas le dernier. Ça ne sera pas le dernier, c'est sûr. C'est moi qui te remercie, Raph, puis je tiens à remercier chacun des auditeurs qui prennent le temps d'écouter et de nous suivre. Ça fait super plaisir. Yes, sir, Tommy. Donc, la suite de tes aventures, on va voir ça probablement, les aventures de cette année au cours de l'année à venir ou de l'année prochaine? Oui, l'année à venir, on s'enligne pour ça. On va laisser les auditeurs sur les dents pour savoir la suite de l'histoire de Hammer avec Tommy Maillot et Léo Maillot. On remercie les auditeurs d'avoir été avec nous et on se dit au prochain podcast de la série Box Story. Merci tout le monde. Box Story vous a été présenté par Premium Mix, expert en chat nourricier, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery, ainsi que les caméras de surveillance Bushnell. Je vois ça. Je suis tellement content. Micro, man. C'est ça!
Soyez sérieux, achetez Hoyt.